Bonjour, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui vous voyez donc dans un format spécial puisque c'est une interview. J'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Marc Guimbaud. Bonjour. Et si je vous accueille aujourd'hui, cher Marc Guimbaud, Marco pour les intimes, c'est parce que Marc et moi, on a une expérience dans le marketing de réseau et un parcours dans le marketing de réseau assez différent. Et pour les personnes qui me suivent depuis un certain temps, je pense que vous allez beaucoup pouvoir apprendre de Marco, parce qu'on a quand même fait des choses très différentes. On n'a pas démarré de la même façon, on n'a pas les mêmes méthodes de travail, on est d'ailleurs assez complémentaires, je pense que tu seras d'accord avec moi pour le dire. Très complémentaire. On est très complémentaires, et je pense que vous allez beaucoup apprendre. Donc je vous invite à continuer de nous regarder. Donc Marco, est-ce que tu peux déjà nous dire comment tu as découvert le marketing de réseau? Le marketing de réseau, c'était il y a 5 ans. J'étais sur une foire exposition par rapport à ma première société dans le bâtiment. Et en fait, j'ai un collègue de foire expo qui est venu vers moi et qui clairement m'a demandé si j'étais ouvert à faire des compléments de revenus, 300-400 euros de plus par mois. Soit disant que lui, il gagnait beaucoup d'argent. Et j'avoue que rien que l'idée de gagner un peu plus d'argent, moi personnellement, ça m'a attiré et je me suis lancé dans cette activité. Sans me poser de questions. Sans poser de questions, t'as foncé, t'as dit... Non, il détenait le secret, il savait comment faire, il m'a dit comment faire et j'ai appliqué, pas bêtement, mais comme si c'était mon parrain. C'était là que j'ai compris la notion de parrain. Et il m'a clairement dit, je suis ton parrain, je vais te montrer comment il faut faire, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Et j'ai appliqué, de toute façon, j'avais pas le temps. J'avais ma société, j'étais en équipe d'Aquitaine de VTT, j'avais pas le temps. D'accord, et donc du coup, le principe du temps et d'avoir plus de temps pour toi, c'est ça qui t'a parlé quand il t'en a parlé au départ? Oui, parce qu'il me disait qu'effectivement j'allais gagner au départ des compléments de revenus, mais après je pouvais faire comme lui, gagner beaucoup plus d'argent. Et en fait, il m'a expliqué qu'il était en train d'arrêter sa propre activité de commerçant, comme moi je le faisais, justement grâce à cette activité-là, et que ça lui permet d'avoir plus de temps, d'aller plus vite à la retraite, parce que c'est quelqu'un qui avait déjà 50-55 ans. Et ouais, j'étais suivi par cette notion de temps, parce que à 24 ans, j'ai monté ma société, et j'étais vite débordé, quoi. Oui, donc c'est important de le préciser, tu étais déjà entrepreneur, Ouais. donc tu avais déjà Ouais. créé une boîte, Oui. tu gagnais déjà de l'argent, tu te tirais un salaire de cette société, une société dans l'artisanat, en fait tu étais artisan. Voilà, c'était une entreprise familiale dans laquelle j'ai eu, mon père m'a donné la chance de pouvoir créer ma structure et ça m'a appris mes premières armes de Donc voilà, commerçant. donc tu étais déjà indépendant. Ouais. Et là, la petite notion de gagner de l'argent, de continuer d'être indépendant, mais en plus d'avoir plus de temps, c'est quelque chose qui t'a touché. Dans l'évolution, mon père et mon grand-père qui sont chefs d'entreprise m'ont toujours dit que c'était en étant chef d'entreprise qu'on pouvait gagner plus d'argent qu'un simple salarié. Donc pour moi, dans ma tête, c'était évident qu'il fallait que je monte une structure. D'accord, ok. Voilà. Et donc ta société, après, tu l'as fermée. Oui, je l'ai mis en sommeil. Voilà, et Ouais. ça fait quand même quelques années maintenant que tu vis du marketing de réseau. Grâce à cette connaissance que j'ai fait il y a 5 ans dans le marketing de réseau et le fait que j'ai appliqué bêtement ce qu'on me disait et en plus que ça fonctionnait. Alors justement, qu'est-ce que tu as fait quand tu dis bêtement? Qu'est-ce qu'on t'a demandé de faire? On m'a demandé l'activité en fait que j'avais moi au départ, c'était une activité en fait qui nous permettait d'amener du monde dans des réunions publiques. Donc on invitait des amis qui comme nous étaient à la recherche de plus d'argent et à la recherche de temps, c'est très important. Et par mon témoignage, mon relationnel d'entrepreneurs, de commerciaux, certaines personnes de ma famille, tout simplement, je les ai invités dans ces salles. D'accord, donc à un moment donné, tu t'es retrouvé à la tête d'une équipe dans ta ville d'origine. Voilà, j'avais une équipe d'une centaine de personnes, pas que sur ma ville. Et c'est d'ailleurs ça aussi la raison pour laquelle j'ai arrêté cette première activité, c'est que ça me prenait trop de temps et j'avais des équipes ou des personnes qui se lançaient dans beaucoup de villes de France. Oui, tu t'es retrouvé à beaucoup voyager, à faire beaucoup de routes. Trop, et en fait j'avais arrêté ma première entreprise. Pourquoi? Parce que j'ai un fils qui a 12 ans aujourd'hui et clairement je pense que j'ai laissé déjà un divorce par rapport à ce manque de temps. Et pour lui, je ne pouvais pas me permettre de me retrouver dans une activité où clairement je n'étais jamais là le soir, quoi. Jamais. Tout se passait le soir et j'étais pas là, j'étais dans toutes les villes d'Ordogne, partout en France.
Et en Pour plus les de ça, présentations. pour les Parce que présentations. tu avais encore besoin de te déplacer Ouais, pour complètement. motiver et animer tes équipes. Tout à fait. En tant que chef d'orchestre d'une équipe, il me fallait, ça nous était enseigné comme ça, qu'il fallait qu'on soit dans ces salles. Et j'y prenais vraiment plaisir. J'adore ces moments-là et j'adorais ces moments-là. Et je l'ai arrêté juste pour une question de, ben voilà, mon fils, qui me disait qu'il fallait que je sois à la maison. Et pour une question de choix, j'ai découvert en fait le travail beaucoup plus sur Internet. Voilà, parce qu'à un moment donné, tu as été proposé une opportunité, mais qui, elle, se développait beaucoup plus par Internet et au téléphone. Voilà, qui me permettait de profiter de ma maison, de mon temps. Donc du coup, tu étais chez toi. Tout à fait, j'étais ici même, là, dans ma maison, là, que j'ai depuis 6 ans. Et voilà, au bout d'un moment, j'ai tellement de gens, comme mes parents par exemple, ou d'autres personnes que je connais qui gagnent de l'argent, qui ont des entreprises, mais ils s'en vont de chez eux, il fait quasiment nuit, et quand ils rentrent chez eux, ils font quasiment nuit. Ils ne profitent pas de leur maison, mis à part le week-end, mais le week-end c'est le stress, puisque le lendemain, il faut aller travailler. Le lundi matin, il faut retourner au travail, et même s'ils sont chefs d'entreprise, ils ont quand même une grosse pression. Complètement, une grosse pression. D'accord. Et cette autre activité donc, qui se fait sur Internet, comment tu en as entendu parler? Toujours pareil, un ami qui est venu me voir et qui m'a dit bah, écoute, on est dans la même activité, donc les fameuses réunions publiques, et j'ai découvert une activité sur Internet où on travaille de la maison. À l'époque, il m'a dit qu'il travaillait en caleçon depuis chez lui, depuis son écran d'ordinateur. Ça t'a parlé tout de suite. Ben, ça m'a parlé, parce qu'en étant en caleçon dans ma maison, c'était quand même vachement plus sympa que d'être en costume cravate, dans des voitures de sport qui ne me correspondent pas du tout, parce que moi je suis un campagnard, je suis un homme des bois, et je préfère être chez moi dans mon cadre, voilà. Bien sûr. Voilà. Et alors c'était quoi le produit de cette nouvelle société? C'est une société qui proposait un produit entre guillemets de service, un produit virtuel qui proposait en fait un abonnement à des jeux, tout simplement. Des jeux de loterie. Ouais, tout à fait. Donc les personnes achetaient un abonnement à des jeux qui leur permettaient pas forcément de payer moins cher le produit qu'ils achetaient, mais d'avoir beaucoup plus de chance. D'accord. Donc c'est un produit que j'ai adoré. Je veux dire, aujourd'hui, à la télévision, tous les jours dans les radios, on parle de cette société de jeux. Et donc la publicité n'est plus à faire. Et j'ai fait ça. C'était un produit relativement simple, virtuel, oui, très très simple. Pas de stock, non. Voilà. Non, très très simple, virtuel. Ça m'a permis surtout, plus que de travailler dans ma région en local, j'ai donc, grâce à Internet, j'ai commencé à travailler avec des pays comme l'Espagne, le Portugal, la Russie. Et comment tu les as rencontrés, ces gens, sur Internet? Parce qu'on n'a pas du tout la même approche d'Internet, c'est pas la même expérience, on n'a pas fait la même chose. Donc, comment tu t'es retrouvé à travailler avec ces gens-là sur Internet? C'est des amis qui connaissaient des amis, qui connaissaient des amis, qui connaissaient des entrepreneurs en Espagne, au Portugal, en Allemagne, en Angleterre, en Inde, en Chine. C'est des gens qui étaient à la recherche d'opportunités comme moi ici dans ma campagne. Et le fait qu'on se mettait en relation, en bouche à oreille, sur le net. Voilà, tout simplement. Et quand est-ce que tu as découvert, on va dire, ce potentiel d'Internet et du réseau par Internet? C'était avec cette société-là, petit à petit tu l'as senti? Parce qu'au départ, tu es reparti quand même tu as fait quelques réunions pour cette société de jeux. Oui, on a essayé de mettre en place, parce que c'est toujours pareil, quand on démarre une activité, tout ce que l'on a appris, on pense pouvoir le mettre en application dans une nouvelle société ou un nouveau produit. Donc, comme tout le monde, j'ai voulu appliquer ce que je savais faire jusqu'à présent et je me suis planté, clairement. Donc là, dans cette activité-là, on m'a remis du cadre, on m'a dit non, notre activité se fait uniquement par Internet, car ça va plus vite, on touche plus de monde. Et c'est là que des réunions publiques que je connaissais dans mon quartier, puisque dans ma ville à moi de Bergerac, je peux le dire, avec un groupe d'amis, on est passé de 4-5 personnes à plus de 100 personnes toutes les semaines. C'était fabuleux, une belle ambiance. Et là, on est passé aussi à 100 personnes, mais avec des gens pas qui venaient de ma ville, mais sur des webconférences que l'on faisait le soir, chez nous, tous, depuis notre propre ordinateur. Et là, on ne touchait plus des gens de ma ville, on touchait des gens de tous les pays, quoi. Alors, juste pour être clair et que nos auditeurs nous comprennent bien, donc au départ, quand tu as démarré dans cette société sur le jeu, tu en as parlé à des gens que tu connaissais déjà. Des réseauteurs. Qui déjà étaient dans le marketing du réseau, et puis aussi peut-être un entourage un peu plus étendu, mais essentiellement des réseauteurs que tu avais déjà d'ailleurs dans son équipe à l'époque. Et quand tu dis que tu as commencé à mettre en place des webconférences où tu faisais des présentations de l'activité de la société,
Là, les personnes qui se retrouvaient dans la salle de webconférence à qui tu faisais des présentations, c'était des gens qui avaient été invités par des gens qui étaient dans ton réseau. Toujours le même principe. Voilà. Ouais. C'était pour soutenir tes équipes dans leur développement. Complètement. Ouais. Donc en fait, tu as utilisé l'outil Internet pour remplacer les salles de présentation dans des hôtels où tu devais te déplacer. Pour une question de confort de mes équipes. Voilà, pour une question de confort, tu as remplacé ça par des salles de webconférence sur Internet. D'accord. Mais par contre, le contact en lui-même se faisait toujours par le bouche-à-oreille, les amis, les connaissances, etc. Oui, au téléphone. Au téléphone beaucoup aussi. Au téléphone, c'était... En fait, la première approche que j'ai eue de Internet nous servait juste à communiquer, mais une fois que la communication était faite, une fois que le lien était déjà créé, le contact était fait, on se servait effectivement de Internet. Mais on était encore à du téléphone, avec quelqu'un au téléphone qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Et Internet était juste un outil pour communiquer. Alors comment tu te servais du téléphone? Parce qu'on parle beaucoup d'appels à 3 aujourd'hui, est-ce que tu en faisais déjà à l'époque? Complètement. Ouais. En fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, moi, je ne peux pas expliquer une opportunité d'affaires ou une affaire à mon relationnel. Pourquoi? Parce que je ne suis pas crédible à leurs yeux. C'est pas que je ne suis pas bon, c'est que mes amis me connaissent comme mes amis et je ne peux pas être l'apporteur d'une information. Oui, il y a un décalage entre l'image qu'ils ont de toi et cet apporteur d'affaires. Et ça, c'est pour tout le monde pareil. C'est pour ça qu'en fait, on a toujours pratiqué ce qu'on appelle les appels à 3. C'est d'ailleurs pour ça qu'à l'époque, on faisait des réunions publiques. C'est qu'on amenait nos amis et les amis de nos amis dans une réunion publique où quelqu'un de complètement étranger leur présentait l'affaire. Et aujourd'hui, je pratique exactement pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai besoin de ma mentor qui, tout simplement, je la mets en relation avec mon relationnel, et c'est elle qui présente cette activité-là. Et sans ça, ça ne fonctionne pas. Voilà. Pour une question de crédibilité. Clairement, c'est normal, c'est humain. Aujourd'hui, un ami à moi ne peut pas frapper à ma porte et me dire j'ai une opportunité. Tu ne vas pas le croire, tu vas dire c'est pas possible, je t'ai jamais vu rouler en BMW. C'est complètement normal. C'est pas... Il y a un problème, un décalage. Si tu avais vraiment une telle opportunité, ça se verrait dans ta vie. Donc, tout à fait. Simplement, il peut te dire écoute, j'ai entendu parler de quelque chose, il faudrait vraiment que tu viennes voir. Là, il peut être le messager, mais pas le présentateur. Voilà, pas le message ni le présentateur. Voilà, tout à fait. Ça marche partout. Ok, donc déjà à l'époque, tu le faisais, ces appels à 3 pour tes équipes. Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé dans cette société de services de jeux, j'ai eu une équipe énorme. Ça représente plus de 10 000 personnes. C'était beaucoup d'argent. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis très clairement aperçu qu'il y avait quasiment que moi et mes premiers leaders qui prenaient de l'argent. D'ailleurs, tu as écrit un article sur ton blog. Ouais, j'ai eu mal au ventre et j'ai écrit un blog sur l'argent sale. Voilà. Clairement. Parce qu'au bout d'un moment, j'étais le chef d'orchestre d'un système qui faisait qu'au bout d'un moment, on était tellement nombreux que je ne connaissais plus personne. Tu connaissais simplement tes têtes de ligne, on va dire. Voilà. J'avais un ami sur Bordeaux qui avait un réseau en Espagne, j'avais un ami qui avait un réseau en Guadeloupe, un ami qui avait un réseau en Guyane. Et tous ces gens-là, par le fait qu'ils nous apportent des affaires, me faisaient gagner de l'argent à moi, ce qui est normal, c'est une entreprise traditionnelle. Mais je ne voulais pas être ce gros chef d'entreprise d'un mec qui prend de l'argent. Parce qu'il faut quand même dire que les personnes qui rentraient dans le système, qui était mis en place de jeux en groupe, rentraient pour jouer, mais rentraient aussi surtout pour gagner de l'argent. Clairement, ils consommaient un produit, mais le bouche à oreille, notre vrai métier, c'est de dire je consomme un produit et je vais promotionner ce produit-là. On le fait depuis qu'on est en train de parler. On a tous promotionné un sac de billes, des poupées, un CD, des amis, des relationnels. On le fait tous naturellement, sauf qu'on n'est pas payé pour ça. Et dans notre industrie, qui est une fabuleuse industrie, qui est le marketing de réseau, on est payé pour ça. Donc ces gens-là, en fait, consommaient le produit en question de jeu, et en fait, par le fait qu'ils en parlent à un maximum de personnes, étaient payés en tant qu'apporteurs d'affaires par la société. Mais tu t'es rendu compte que dans ton réseau, finalement, ceux qui gagnaient le plus d'argent, c'était quand même toi et tes têtes de ligne. C'était moi et les premiers. Et tu avais beaucoup de personnes qui rentraient pour jouer, mais plus que ça, ils voulaient gagner de l'argent et ils avaient du mal à toucher des grosses sommes. Et j'avais beaucoup de mal à Parce qu'il y avait un effet de faire rentrer beaucoup de personnes. Tout à fait. Parce que le système de rémunération était basé sur des primes. Oui. Voilà, et donc il fallait quand même accumuler un certain nombre de positions et d'entrées dans le réseau pour que les primes soient suffisamment grosses et soient significatives. Complètement. J'ai gagné des sommes fabuleuses, des sommes à
fabuleuse. Et, mais il n'y avait pas assez de monde dans mon équipe qui prenait ces sommes-là, voilà. Très clairement. Et alors, c'est important de mentionner que le résiduel n'existait pas vraiment. Non, c'était des primes. C'était des primes. C'était des primes. La première société que j'ai démarrée, c'était pour le résiduel, c'est-à-dire mettre en place un système de levier qui nous permette de pouvoir gagner de l'argent régulièrement sur un résiduel. Alors ça, c'est ce qu'on t'avait dit. Exactement, exactement. On m'avait expliqué que c'était comme un appartement qu'on achetait une fois, et tous les mois, on touchait un loyer. Pour moi, c'est complètement logique, et ça l'est encore aujourd'hui. Sauf qu'il y a certaines sociétés, je commence à en connaître quand même pas mal, qui effectivement, comme tu dis, au bout d'un moment, il y a un très très petit résiduel à mettre en place. Dans la première société dans laquelle tu étais, oui. Le résiduel existait, mais il était faible par rapport aux primes. On gagnait plus d'argent sur les primes, ouais, tout à fait. C'est là où il y a eu un problème, si je m'en suis rendu compte, c'est qu'au bout d'un moment, quand on touche plus d'argent sous forme de primes que sous forme de résiduel, il y a clairement un problème dans le plan de rémunération. Et il y a des gens dans mes équipes qui devenaient agressifs. Donc, moi j'ai arrêté. Alors, ils devenaient agressifs parce qu'ils voulaient faire rentrer des personnes dans le réseau pour toucher leurs primes. Ça devient du recrutement. Voilà, c'est que inscrire des gens. Et je déteste le recrutement. On ne recrute pas les gens. Les gens, c'est des humains. On doit les respecter. C'est pas un billet de banque. Et quand je me suis aperçu de tout ça, j'ai préféré, tant pis, quitte à aller manger un petit peu de patates, j'ai préféré arrêter toutes mes activités. Très clairement. D'accord. Et donc, au niveau du jeu, en fait, tu es retombé dans une société où il faisait beaucoup de primes. Oui. Où il y avait très peu de résiduels. Où il y avait quand même une très bonne ambiance, c'était une belle équipe, oui, tu as travaillé avec des associés avec qui tu t'entendais bien. J'ai eu des associés, en plus la société m'a reconnu et m'a proposé de rentrer cadre dans l'entreprise, donc c'était beaucoup d'argent, beaucoup de responsabilités, mais le nerf de la guerre c'est quoi? C'est pas le produit, c'est les gens. Et alors je veux qu'on parle un instant de ce qui s'est passé pour que même la société continue de rentrer de l'argent et continue de pouvoir fonctionner. Il y a eu plusieurs systèmes qui ont été créés à la suite, à 3 ou 4 mois d'intervalle finalement. Oui, on a essayé de modifier les systèmes à chaque fois, créer des nouveaux concepts pour qu'il y ait toujours pareil, qu'il y ait un maximum de personnes de notre équipe qui gagnent de l'argent. C'était ma volonté, la volonté de mes associés, mais clairement, il y a des gens qui ne voulaient pas que tout le monde gagne de l'argent. Il y a des gens qui voulaient que eux gagnent de l'argent. Et au bout d'un moment, ça ne fonctionne pas. En fait, tant que les gens s'inscrivaient pour vraiment acheter un abonnement et gagner avec plus de chance, et qui rentraient pour ces raisons-là, ça allait très bien. Mais dès que ça, on va dire, était surpassé par le fait de rentrer pour gagner de l'argent, c'était pas possible de servir tout le monde et que tout le monde gagne de l'argent. Voilà, il y a quand même deux choses différentes. Il y a les gens qui rentrent pour utiliser un produit qui ne peuvent pas trouver dans les commerces traditionnels. Comme moi, l'abonnement que je proposais, il n'y en a pas. Même sur internet, on ne trouvait pas d'abonnement. On ne trouve pas d'abonnement. On avait un petit abonnement, comme on fait pour Canal Plus ou autre chose. C'est gens payaient un petit abonnement qui leur permettait d'avoir effectivement ce service-là. Donc il y a des gens qui venaient en tant que clients, mais ils ne venaient pas gagner d'argent. Ils venaient juste consommer un produit. Mais à côté de ça, on leur disait qu'ils pouvaient aussi gagner de l'argent. Donc c'est là où il commençait à y avoir des discours et des choses qui commençaient à pas être gérables. D'accord, ok. Et donc après, tu as rencontré quelqu'un qui t'a parlé d'une autre société, de développement personnel aussi. Un grand leader dont j'étais fan, et je suis toujours fan moi je suis fan des gens qui réussissent. Je préfère regarder les gens qui réussissent plutôt que les gens qui réussissent pas et qui ont des avis et qui pensent. Raconte-nous quand est-ce que tu as découvert le développement personnel et comment ça s'est passé au début. Par cette personne-là, qui m'a parlé que plus que de gérer mon entreprise comme une entreprise traditionnelle, il fallait au bout d'un moment que je m'ouvre à du développement personnel. Tu t'es dit, c'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est que je suis tombée? Voilà, j'ai dit là, c'est tout nouveau. Et donc il m'a invité à un stage de développement personnel. Et quand je suis arrivé lors de son stage de développement personnel, j'ai halluciné parce que j'ai entendu des discours et on m'a conseillé des bouquins, on m'a conseillé des attitudes que je connaissais pas. Et je voyais mal les effets. Et je me suis même dit, à un moment donné ou à un autre, ils vont sortir un poulet, ils vont l'égorger. C'est pas possible. Très clairement. C'était beaucoup de poésie, beaucoup de choses comme ça. Et c'est normal, c'est une réaction normale, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Donc la première réaction, quand on ne connaît pas, c'est non. Ou que c'est que je suis tombé. Où est-ce que je suis tombé? Et en fait, maintenant ça fait quasiment 3 ans que je fais du développement personnel. Et waouh, c'est une ouverture d'esprit. Et je me suis même aperçu que tous les grands leaders que je connaissais jusqu'à présent dans
dans l'industrie dans laquelle je suis. Et dans les sociétés dans lesquelles tu as Ou même, été aussi. voilà, mon ancienne société à moi, le patron de ma franchise faisait déjà du développement personnel. Les hommes politiques, les sportifs font du développement personnel. Et en fait, ça s'appelle du coaching maintenant. Tout le monde connaît le coaching. Et en fait, c'est ce qui me manquait, moi. Si j'avais pas d'entraîneur. J'avais pas Mais tu d'entraîneur. t'es retrouvé à un moment, tu l'as dit, tu rentrais cadre dans la société, être à la tête des équipes, faire des conférences. Mais c'était Et moi l'entraîneur, il manquait quelqu'un qui mais était moi, en il train n'y a de personne qui m'entraînait. Voilà, oui. Donc il me fallait une structure, il me fallait un groupe, il me fallait un parrain solide. Parce que mes deux parrains de l'époque, ils m'ont montré jusqu'où ils pouvaient aller, mais j'étais beaucoup plus rapide qu'eux, et clairement ça me suffisait plus, quoi. Donc j'ai découvert le développement personnel et je trouve ça fantastique aujourd'hui. Alors quels sont les livres qui t'ont marqué, que tu as lus? Le premier livre que j'ai lu et que j'ai toujours du mal à comprendre parce que je pense que je vais mettre toute ma vie pour le comprendre, c'est un livre de Edgar Tolle qui est tout simplement Le pouvoir de l'instant présent. Wow. Sacré bouquin, il est dense. Pour quelqu'un de surexcité comme moi, c'est très très dur à lire, très très dur à comprendre, parce que lire, tout le monde sait lire, mais le comprendre vraiment. Et c'est exactement ce que je recherchais, c'est qu'au bout d'un moment, je courais partout. Je savais comment gagner de l'argent. Bon, j'ai eu des hauts, des bas comme tout le monde, mais j'ai toujours su rebondir, je savais faire. Mais au bout d'un moment, je me suis aperçu que la plus grande force des gens, c'est de prendre le temps. Et là, à moi, quand on me dit qu'il faut que tu prennes le temps, waouh! On est tous pressés. Ouais. Pressés de réussir aussi. Ouais, ça va jamais assez vite. Ça va jamais assez vite. Jamais. On veut gagner plus d'argent et encore plus. Toujours plus. Et il faut profiter du voyage. Complètement. Okay. Après, il y a un autre livre dernièrement que tu m'as présenté, qui était le concept de la semaine de 4 heures. Ouais. Et là, waouh! Ça me plaît beaucoup, quoi. Parce que c'est toujours lié au temps. C'est toujours lié au temps. C'est vraiment ce qui lie finalement toutes les expériences, c'est la gestion du temps, de ton temps, du temps pour ta famille. Parce que je vois aussi aujourd'hui, dans tout le relationnel que j'ai, c'est qu'il y a toujours des gens qui continuent à courir après leur job. Il y a toujours des gens qui, même dans mon industrie à moi, continuent à travailler. Oui, ils travaillent pour travailler. Mais c'est pas ceux qui gagnent le plus d'argent. C'est pas ceux qui sont le plus près de leurs équipes. Ils ont l'impression d'être près d'eux, mais en fait, ils sont près, ils passent à côté, clairement. Et aujourd'hui, de prendre le temps, le concept du temps, le concept de la semaine de 4 heures, de planifier, d'avoir une vie prospère, ça aussi, c'est toi qui me l'as amené. Une vie prospère, qu'est-ce que c'est qu'une vie prospère? C'est de mener ma vie comme je l'entends. Et ça, c'est exceptionnel. Avoir les clés en main pour pouvoir mener notre vie comme on l'entend, c'est fabuleux. Et pas la subir ou être influencé par d'autres qui ont décidé qu'on la vivrait d'une certaine façon. Ouais. Alors tu sais, la semaine de 4 heures, c'est quelque chose qui... Le terme de passer 4 heures à travailler par semaine, Tim Ferriss il l'a utilisé comme un titre d'accroche et il y a une controverse par rapport à ça, puisque beaucoup de personnes qui ont lu son livre, et des gens aussi assez renommés, disent mais Tim Ferriss il travaille pas 4 heures par semaine, il travaille beaucoup plus, donc finalement c'est pas possible. Alors comment toi tu le comprends? Non, au début c'est vrai que quand on lit le titre, on se dit tiens, ça veut dire que pendant 4 heures par semaine on va travailler et ces 4 heures de travail va nous amener assez d'argent pour assouvir tout ce que l'on veut faire et aussi payer nos factures. En fait pas du tout, c'est un concept de vie qui permet en fait de ralentir et de ne faire que des choses productives. C'est-à-dire quand je veux faire du sport, au lieu d'aller sur des forums ou des gens qui m'apprennent, qui me racontent leurs histoires de sport, non, je prends mes chaussures et je vais courir. Et ce peu de temps, je le passe à ça. Mais la semaine de 4 heures, c'est pareil, c'est au bout d'un moment, c'est optimiser réellement ce qui nous sert et enlever tout ce qu'il y a à côté. En gros, enlever tout ce qui nous occupe, mais ne sert à rien. Toutes les discussions informelles, négatives, toutes les pertes de temps sur des mails que l'on ouvre tous les jours qui ne nous servent à rien, des outils sociaux où on joue à Farmville ou je ne sais quoi. Non, tout ça, c'est tout enlever. Tout est faire le tri, faire un grand ménage. Et on s'aperçoit quasiment que 3/4 de ce qui fait nos journées, servent à rien. Et on a l'impression d'être occupé de travailler et en fait on n'est pas du tout productif, ça ne produit pas d'argent et ça ne sert à rien du tout et ça nous rend malheureux. Complètement. Et tout à l'heure tu me parlais de ma première société de marketing de réseau dans laquelle je devais me déplacer. Je passais le plus clair de mon temps à voyager, à me déplacer. Aujourd'hui, grâce à Internet, j'ai enlevé ce temps de transport. On ne se déplace plus.
Maintenant, on a Skype, on a des outils internet qui nous permettent d'être en relation avec n'importe quelle personne en quelques secondes. Et ça, c'est une question de temps. Et c'est lié aussi à la semaine de 4 heures, c'est de travailler différemment. Et du coup, tout ce temps que tu passais dans les transports, bah, tu peux le rentabiliser dans tes activités. Parce que le travail et être actif, c'est pas tout à fait la même chose quand même. Tout à fait. Voilà. Et il y a un autre livre aussi dont tu n'as pas parlé, je sais que tu aimes beaucoup, c'est Comment parler à des amis. Ah ouais, ça c'est mon livre de poche. Je l'ai dans ma sacoche, je l'ai tout le temps. Ce livre en fait s'appelle donc Comment parler à des amis. On me l'a conseillé il y a 5 ans. Et je me suis dit, mais j'ai pas besoin qu'on m'apprenne à parler des amis. Tu étais encore dans ta toute première activité de marketing du réseau. La première activité, et déjà on m'avait parlé de lire des bouquins. C'était Le Petit Prince, j'ai pas envie de dire Le Petit Prince. C'était Comment parler à des amis. Je dis, mais c'est bon, j'ai des amis. En plus, tu lises. T'es pas un grand lecteur. Non, je suis pas un lecteur. Disons les choses telles qu'elles sont. Je suis pas un lecteur, je suis devenu maintenant. Donc il fallait te donner une bonne motivation, une bonne raison de lire ces livres. Complètement, Et ce bouquin, en fait, m'apprend, encore tous les jours, encore il y a quelques minutes, m'apprend à m'exprimer avec des gens et m'apprend à leur faire passer un message. Et obtenir ce que je veux des gens. Voilà. C'est-à-dire, je compare ça toujours moi à un enfant, à prendre mon fils Maxime, je lui dis va ranger ta chambre. Clairement, on rentre dans un conflit. Je veux dire, il n'a pas envie de ranger sa chambre maintenant. Je suis obligé peut-être de m'énerver, de m'agacer. C'est un conflit. De toute façon, il ne le fera pas. Il y aura une punition derrière. Enfin, c'est des choses qu'on voit tous les jours. Ce que j'ai appris dans ce livre-là, c'est de lui dire écoute, ce qui va être super, c'est qu'une fois que ta chambre sera rangée, on va aller faire une partie de console ou se promener ou autre chose. Et ça s'appelle comment parler à des amis. C'est obtenir quelque chose de quelqu'un et qui est effectivement en échange quelque chose de positif. Voilà. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais en termes de marketing relationnel, dans mon métier, dans mon industrie, ça me permet au quotidien de pouvoir obtenir ce que je veux des gens. Et en plus de ça, ce qui est génial, j'appelle ça le deuxième effet qui se coule, c'est que je m'aperçois après que de toute façon c'était exactement ce qu'ils voulaient aussi. Voilà, j'attendais que tu le dises aussi. Exactement. Quand tu dis obtenir ce que je veux, c'est les amener sur la voie de ce qu'ils veulent, mais les pousser à passer à l'action. Les gens ne vous disent jamais ce qu'ils veulent. Les gens sont dans des carcans. On m'a appris à travailler à l'école, on m'a appris à rester dans mon boulot de salarié, on m'a appris à me lever tous les matins à 6h30 pour aller faire quelque chose pour un patron. Et les gens sont là-dedans. Et quand on se met à communiquer avec eux, ils se rappellent tout ce qu'on leur a appris. Ils sont dans les cadres. Et le fait d'obtenir quelque chose d'eux font qu'ils se mettent en action. Et une fois qu'ils sont dans l'action, ils vous regardent, ils vous disent waouh, merci, je suis content que tu aies communiqué comme ça avec moi, parce qu'au moins j'ai découvert ce que je voulais obtenir. Donc là, tu es en train de dire que pour être leader en marketing de réseau, être un bon leader et bien communiquer avec ses équipes, il faut parfois un peu se former. Tous les jours. Tous les jours. Toujours apprendre. Tous les jours apprendre. Moi j'en apprends tous les jours, j'ai des centaines de personnes tous les jours. Et surtout dans la communication. Complètement. Ouais. Je pense pas être quelqu'un qui m'exprime correctement. Je pense que ça doit se voir la vidéo. Je m'exprime pas correctement, j'ai mes mots à moi. Mais en tout cas, je fais de l'écho auprès de certaines personnes de mon environnement. Et tu essayes sans cesse de t'améliorer. Et je m'améliore tous les jours et je m'enseigne de ce que je lis dans les bouquins. J'écoute énormément les gens. Je pense que la fonction d'un leader, la première fonction d'un leader, c'est d'écouter. D'écouter ce que les gens veulent pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour eux. Voilà. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais tu as parlé de 3 livres que tu avais lus. Mais quand tu en parles, tu as été un lecteur très actif. Tu n'as pas lu des tonnes et des tonnes de bouquins. Par contre, ceux que tu as lus, c'est parce que tu te les as fait recommander et que tu as un peu trié sur le volet les livres que tu allais lire, parce que tu n'es pas un très grand lecteur et que tu ne lis pas très vite. Puis franchement, des fois ça te gonfle. Donc tu as sélectionné. Par contre, ce qui est très bien, c'est que tu en parles de façon extrêmement active dans la mise en pratique de ce que tu as lu. Tu te sers vraiment de ce que tu lis. Oui, parce que quitte à lire un bon bouquin, je ne suis pas là pour me détendre quand je lis un bouquin. Je suis là pour aller chercher et apprendre des choses. Parce que tous les deux, on a eu l'occasion déjà d'en parler. On connaît pas mal de gens qui font du développement personnel depuis longtemps, qui ont lu beaucoup de livres et qui pourtant ça sent pas. Il leur manque quelque chose, il leur manque l'action. Voilà. Il faut se jeter dans le vide. On peut lire des centaines et des centaines de bouquins, si on fait que les lire et dire bon, c'est bon, celui-là je l'ai lu, on passe au suivant, ça sert à rien. Et comme tu disais, le livre Comment parler à des amis, c'est un livre que tu as dans ta poche, que tu as dans ta sacoche. Je l'ai dans ma poche.
Voilà. La semaine de 4 heures, c'est un bouquin que j'amène toujours avec moi quand je pars en vacances. Mhm. Euh, le premier livre avec je dis, de Edgar Tolle, c'est un bouquin que j'ai effectivement avec moi à mon lit de chevet. Et au bout d'un moment, justement, au moment où je vois que je commence à courir, stop, je m'arrête et je relis ce bouquin-là. Mhm. Mais il n'y a pas que ces 3 bouquins, il y en a plein de bouquins que tu m'as présentés, que j'ai lus. J'ai pas tout retenu, mais au bout d'un moment, ça fait écho. C'est ceux-là qui t'ont vraiment marqué, Ouais, c'est ceux-là tout qui à ont fait. fait écho en toi Ouais. et dont tu sens qu'ils t'ont le plus servi et qui te servent encore.